Nous nous tournons maintenant vers l'autre gros titre en développement ce soir, le célèbre baron de la drogue, El Chapo. L'arrestation ce week-end du chef de l'un des réseaux de narcotiques les plus sophistiqués au monde a été une grande victoire pour les forces de l'ordre américaines et mexicaines. Nous voulons qu'il prenne soin de lui et applique les droits de l'homme avec lui. C'était la femme d'El Chapo qui suppliait le gouvernement américain d'offrir un meilleur traitement à son mari que ce qu'il reçoit à ADX Florence. Pourquoi? La prison Supermax est le pire endroit sur Terre et n'importe qui préférerait aller en enfer plutôt que de rester ici. C'est pourquoi la prison Supermax d'El Chapo est pire que la mort. Chaque détenu dans l'ADX passe 23 heures en isolement solitaire chaque jour, et même lorsqu'ils ont la chance de se déplacer dans un espace restreint, ils le font avec les jambes enchaînées. Leurs chambres sont construites de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir à quoi ressemble l'extérieur. Donc, même si vous êtes Michel Scofield ou Ray Breslin, s'évader de cette prison est presque impossible. Ne parlons même pas des murs extérieurs et de la sécurité renforcée au-delà des murs. ADX est un endroit fou où personne ne devrait être. En visitant les murs de cette prison, vous comprendrez pourquoi l'ADX est considéré pire que la mort. Et vous demanderez, comment El Chapo a-t-il fini dans cette prison? Vous voyez, El Chapo est un célèbre baron de la drogue qui a commis plus de crimes qu'il n'y paraît. Mais ce n'était même pas la raison pour laquelle il a été envoyé au ADX. Il a eu un parcours incroyable depuis sa première arrestation jusqu'à la dernière, ce qui l'a conduit à la pire prison du monde. Son parcours a débuté à partir de sa naissance dans la ville rurale mexicaine de Badiraguato, dans l'état de Sinaloa. Né le jour de Noël, ou peut-être le 4 avril 1957, selon la source racontant son histoire, El Chapo s'appelait Joaquín Guzmán. Malheureusement, il est né dans une famille pauvre, et en plus de cela, il a été élevé par un père abusif, profondément impliqué dans le trafic de drogue. Guzmán, cependant, n'est pas resté longtemps à la maison. Il avait été expulsé du foyer familial à l'adolescence et forcé de se débrouiller dans la vie. Avec peu d'opportunités d'emploi dans sa ville natale, Guzmán s'est tourné vers l'entreprise de son père, qui vendait des drogues. Et à l'âge de 15 ans, il avait cultivé sa plantation de marijuana. C'est à cette époque que Guzmán a gagné le surnom que nous lui donnons tous aujourd'hui, El Chapo, signifiant « le petit ». Oui, il mesure seulement 1,68 m, mais ce petit ne doit pas être sous-estimé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'entre véritablement dans le monde du crime organisé et commence à travailler pour le baron de la drogue, Héctor Palma, connu sous le nom d'El Güero ou Blondie à la fin des années 70. À l'époque, El Chapo supervisait le mouvement de drogue dans la région de Sinaloa et vers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. El Chapo a toujours été ambitieux et impitoyable, et c'est ce qui lui a permis d'avoir une position forte dès le début. Il était connu pour ne montrer aucune pitié. Il regardait les contrebandiers qui tardaient dans les livraisons droit dans les yeux et leur tirait directement dans la tête. Au début des années 80, il est passé à travailler pour Félix Gallardo, populairement connu sous le nom de El Padrino, le parrain. Il était le principal baron de la drogue au Mexique à l'époque et chef du cartel de Guadalajara. El Chapo était chargé de la logistique et coordonnait les expéditions de drogue de la Colombie vers le Mexique en raison de son caractère dur. Mais le règne de Gallardo a rapidement pris fin. Il a été arrêté en 1989 pour le meurtre d'un agent de la DEA. Son arrestation a secoué le milieu et il y a eu une division qui a conduit El Chapo et quelques autres à former le cartel de Sinaloa. À l'époque, El Chapo était déjà dans le viseur des autorités américaines car il était considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus puissants du Mexique. Au cours des années suivantes, El Chapo a profité des répressions contre les cartels colombiens pour accroître sa part de marché. Bientôt, son empire transportait des expéditions de cocaïne de plusieurs tonnes depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis par divers canaux de transport. Une partie de son succès était due à sa créativité dans ces domaines de transport. Les exemples incluaient la contrebande de poudre de cocaïne à l'intérieur d'extincteurs et de boîtes étiquetées « piment chili ». Son cartel était également impliqué dans la production et la distribution de méthamphétamine, d'héroïne, d'ecstasy et de marijuana. Il n'a pas fallu longtemps avant que le cartel de Sinaloa ait des opérations sur 5 continents et près de 50 pays, ce qui en fait l'organisation de trafic de drogue la plus puissante au monde. Mais à mesure qu'il grandissait, sa chute approchait. Ce n'était pas si facile de le capturer, mais une chose en entraîne une autre. Dans le cas d'El Chapo, voici les événements qui ont conduit à son arrestation.
L'un des principaux rivaux des Sinaloans à cette époque était l'organisation Arellano Félix, basée à Tijuana, qui est un autre lieu géographique crucial connu pour la contrebande. Les deux groupes ont joué un jeu violent de loi du talion au début des années 90, jusqu'à ce qu'un incident particulièrement fatidique se produise dans le parking de l'aéroport Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara le 24 mai 1993. Plusieurs personnes ont été tuées, dont un évêque catholique. Cette fusillade a projeté les deux cartels et leurs chefs sous les feux de la rampe au Mexique et ailleurs. Ce qui s'est passé ce jour-là est encore débattu, mais la version officielle indique que des hommes armés, dont certains ont été recrutés parmi un sous-ensemble du gang de rue de Logan Heights à San Diego, ont été engagés par l'organisation Arellano Félix pour tuer El Chapo. Ils savaient qu'El Chapo serait à l'aéroport ce jour-là, alors ils l'ont attendu patiemment. Et dès qu'ils ont aperçu un véhicule qu'ils croyaient être celui d'El Chapo, une grande marquise blanche, ils ont ouvert le feu. Mais à l'intérieur de la voiture se trouvait le cardinal Juan Jesus Posadas Ocampo, vêtu de ses habits ecclésiastiques complets, et un chauffeur. Ocampo a été criblé de 14 balles à bout portant, tandis que son chauffeur a été touché 11 fois. El Chapo et son entourage se trouvaient également à proximité dans leur voiture, lorsqu'un des gardes du corps a aperçu les hommes armés. Chapo a fui la scène, craignant pour sa vie, et est resté indemne. Mais avant que l'escadron meurtrier ne prenne la fuite, 7 personnes ont été laissées mortes. C'étaient tous les faits connus à propos de cet incident, jusqu'à ce qu'un officiel du bureau du procureur général de Guadalajara déclare que 20 hommes armés étaient impliqués. 2 suspects ont été capturés. Un total de 26 balles ont touché le véhicule d'Ocampo et 20 autres balles ont touché un véhicule à proximité. L'Église catholique ne croyait pas vraiment à la version officielle sans se poser de questions, et la controverse entoure toujours le meurtre. Mais encore, les autorités ont maintenu que le décès était dû à une erreur d'identité, et que la violence était alimentée par la rivalité entre la famille Arellano Félix, basée à Tijuana, et la faction de Sinaloa dirigée par El Chapo et Ismael Zambada, connu sous le nom de El Mayo. Cet incident, cependant, a incité le Mexique à offrir une récompense de 15 millions de pesos pour la capture de Benjamin et Xavier Arellano Félix, ainsi que El Chapo et Héctor Luis Palma. El Chapo se rendit rapidement au Guatemala, où il opérait sous le nom de José Luis Ramirez. Mais avant de s'enfuir, le meurtre du cardinal Ocampo et la chasse à l'homme qui s'ensuivit l'avaient déjà propulsé pour la première fois sur la scène mondiale. En même temps, les agences de l'ordre des États-Unis, du Mexique et d'Amérique centrale reconstituaient le puzzle de son rôle et de son contrôle des principaux envois de drogue. Un exemple est lorsqu'El Chapo a été secrètement photographié par des agents salvadoriens dans un bar à San Salvador en avril. Ils ont travaillé sans relâche pour rassembler des preuves contre lui et ont élaboré un plan pour l'appréhender. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, le Guatemala l'a attrapé en premier. Le 9 juin 1993, El Chapo, sa présumée amante, Maria del Rocio del Villar Becerra et 4 autres compagnons ont été arrêtés près de la frontière mexicaine. Immédiatement, El Chapo a été remis aux autorités mexicaines et conduit à la prison d'Almoloya, connue sous le nom d'Altiplano, à environ 50 km à l'est de Mexico, où les détenus ont été présentés aux médias. Lors de l'interrogatoire, El Chapo a admis être à l'aéroport lorsque les coups de feu ont éclaté et a affirmé avoir vu un ou plusieurs membres des Arellano Félix sur les lieux. Il a également déclaré aux enquêteurs qu'il s'était échappé de la fusillade en taxi et que quelques jours plus tard, il s'est rendu lui-même dans la région mexicaine, à la frontière avec le Guatemala. Le 10 juin 1993, Chapo, vêtu d'une tenue de prison, se tenait sous une pluie fine alors que les journalistes lui posaient des questions. Ses réponses étaient toutes brèves, niant avoir jamais utilisé des armes et insistant sur le fait qu'il cultivait du maïs et des haricots. Plus tard dans le mois, les autorités du Salvador ont intercepté une importante cargaison de cocaïne et arrêté plusieurs associés d'El Chapo, reliant ainsi davantage les points de son empire. C'était un grand progrès dans l'affaire d'El Chapo, et cette avancée a été célébrée par toute la police, comme si c'était la fin des problèmes du monde. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de capturer le Houdini des criminels. En novembre 1995, El Chapo a été transféré à la prison de Puente Grande. Et il vous étonnerait de savoir qu'il vivait vraiment bien en prison. C'était un genre de vie folle, un peu différente de celle qu'il menait à l'extérieur. Selon la journaliste mexicaine Anabel Hernandez, dans son livre « Emma et l'autre femme narco »,
El Chapo et Héctor Luis Palma Salazar ont eu des aventures sexuelles avec des prostituées de l'extérieur. Même quand ils ne pouvaient plus faire venir des femmes de l'extérieur, ils payaient des infirmières, des femmes de ménage et des cuisinières qui travaillaient dans le système pénal. Ils ont également dîné avec des plats à emporter coûteux et ont reçu des livraisons de Viagra. Comme vous vous en doutez, le mode de vie hédoniste de Chapo en prison a été rendu possible par des pots de vin et financé par des livraisons régulières d'argent de son cousin, un autre redoutable baron de la drogue, Arturo Beltrán Leiva. Mais la fête était sur le point de se terminer. En 2001, El Chapo a commencé à planifier comment s'échapper des prisons et ses plans ont été motivés par un mot, extradition. Une fois qu'il a appris qu'un accord entre le Mexique et les États-Unis était imminent, son complot est passé à l'action. Le 19 janvier 2001, il est soit sorti, soit s'est échappé de la prison de Puente Grande et est resté en fuite pendant plus de 10 ans. Le moment dramatique dans un tribunal de Brooklyn aujourd'hui, le baron de la drogue mexicain Joaquín El Chapo Guzmán. À l'époque, El Chapo n'était pas encore un phénomène culturel. Tout a commencé en 2009 lorsqu'il a été répertorié par Forbes. Selon le numéro de mars 2009 de Forbes, il a été classé El Chapo au numéro 701 pour $1 milliard sur la liste des personnes les plus riches. Il a de nouveau été mentionné en novembre au numéro 41 de la liste des personnes les plus puissantes du monde. Abrite l'un des criminels narcos les plus notoires et sanguinaires de tous les temps. Le magazine a été critiqué tant au niveau national qu'international pour avoir inclus El Chapo. Mais ce n'était certainement pas la première fois que la publication nommait un baron de la drogue sur l'une de ses listes. À un moment donné, il a également mentionné Pablo Escobar. C'est ainsi que la présence d'El Chapo sur la liste est devenue un argot bien connu au Mexique. Vous avez dû voir des gens poster le nombre 701 sur les réseaux sociaux et vous vous êtes senti tout perdu. Ne le soyez pas. Il ne crie que Chapo pour son classement Forbes. Mais après 10 ans, El Chapo a été repris en 2014 et emprisonné dans la première prison où il avait été détenu, Altiplano. Encore une fois, il n'a pas perdu de temps pour planifier une évasion. Un exploit massif d'ingénierie a créé le tunnel des tunnels. Il menait directement du sol de la douche de sa cellule souterraine à une maison en construction près de la prison. Le soir du 11 juillet 2015, El Chapo s'est échappé du Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1 en passant par un tunnel de 1,5 km trouvé dans la douche de sa cellule. Il a été libre pendant 6 mois et a finalement été de nouveau confronté à sa plus grande peur, l'extradition. El Chapo a été extradé vers les États-Unis en 2017 et il a été condamné par un tribunal fédéral à New York en 2019. Il a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans. Mais le passé d'évasion d'El Chapo a poussé les autorités à renforcer leurs mesures. Il a été envoyé à l'ADX Florence. Le Supermax est pire que la mort. C'est à long terme. À mon avis, c'est bien pire que la mort. Ce sont les mots de Robert Hood, l'actuel chroniqueur de C1, qui a été directeur de l'ADX de 2002 à 2005. ADMA X Florence United States Penitentiary, aussi connu sous le nom d'ADX Florence, Florence ADMAX, Supermax ou l'Alcatraz des Rocheuses, est une prison administrative de sécurité maximale située dans le comté de Fremont, près de Florence, Colorado. Il est géré par le Bureau fédéral des prisons, une division du département de la justice des États-Unis. Il a été ouvert en 1994 et est catégorisé comme une prison Supermax ou unité de contrôle, qui offre un niveau de sécurité plus élevé et plus contrôlé qu'une prison de haute sécurité. En général, les prisons de haute sécurité sont conçues pour détenir des détenus qui représentent une menace extrême pour la sécurité. Les prisonniers ont peu ou pas de temps à l'extérieur de leur cellule. Il y a très peu d'activités et très peu de contact avec d'autres humains. ADX Florence est considéré comme un exemple précoce de ce qui deviendrait le modèle Supermax. Il fait partie du complexe correctionnel fédéral de Florence, qui est situé sur 49 acres de terrain et abrite diverses installations avec différents degrés de sécurité. Elle a été commandée lorsque le Bureau fédéral des prisons avait besoin d'une unité conçue spécifiquement pour le logement sécurisé des prisonniers les plus capables de violences extrêmes et soutenus envers le personnel ou d'autres prisonniers. Et oui, des incidents horribles ont conduit à la naissance de l'ADX Florence. Par exemple, dans le pénitencier américain de Marion en 1983, il y a eu 2 incidents violents où des agents pénitentiaires ont été poignardés à mort.
En raison de ces attaques brutales de prisonniers, la nécessité de prisons à sécurité renforcée s'est imposée et elle est vite devenue la maison des criminels les plus dangereux et notables des États-Unis. Cette prison détient des chefs de gangs violents ainsi que des terroristes nationaux et internationaux de grandes organisations comme Al-Qaïda. Et c'est parce qu'il est impossible de s'évader de cette prison. Il est maintenant temps de faire un voyage à travers les murs de la prison la plus folle du monde. Et nous commencerons par regarder les cellules de la prison. La majorité de l'établissement est au-dessus du sol, à l'exception d'un couloir souterrain qui relie les blocs cellulaires au hall. Chaque cellule de prison Supermax a un bureau, un tabouret et un lit, qui sont presque entièrement faits de béton coulé. Il y a aussi des toilettes qui se ferment en cas de blocage, une douche avec minuterie pour éviter les inondations, et un lavabo sans robinet potentiellement dangereux. Les chambres peuvent également être équipées de miroirs en acier poli fixés au mur, d'une lumière électrique que l'on peut éteindre à distance, d'une radio et d'une télévision qui diffusent des émissions de divertissement, d'éducation et religieuse. Comment est la vie dehors? Aucun des détenus ne peut le savoir car les fenêtres 4x4 sont conçues pour empêcher les détenus de connaître leur emplacement exact dans le complexe. Ils ne peuvent voir que le ciel et le toit à travers ces petites fentes de fenêtres. Donc, il est pratiquement impossible de planifier une évasion. Contrairement à d'autres prisons qui permettent une aire d'exercice ouverte, les détenus du Supermax s'exercent dans une fosse en béton qui ressemble à une piscine vide. Il est également conçu pour les empêcher de connaître leur emplacement dans l'établissement. La fosse est assez grande pour qu'un prisonnier puisse marcher 10 pas en ligne droite ou 30 et un pas en cercle. Et si vous pensez qu'il y a une cantine comme dans plusieurs prisons, vous vous trompez. Dans le Supermax, la nourriture est livrée à la main à chaque détenu par les agents pénitentiaires. En plus de cela, il propose un programme de 3 ans qui maintient les détenus dans leurs cellules 23 heures par jour la première année, puis les socialise progressivement avec d'autres détenus et le personnel. Au cours de leur dernière année, les détenus peuvent sortir de leurs cellules de 6 heures à 22 heures et prendre leur repas dans une salle à manger commune au lieu de recevoir la nourriture par une fente dans leur porte de cellule en acier. En ce qui concerne l'éducation et les loisirs, chaque établissement du complexe de Florence propose diverses opportunités éducatives et de nombreux programmes aux détenus. Pour éduquer les détenus, des programmes tels que le programme de développement de l'éducation générale, l'éducation des adultes en continu, l'éducation professionnelle pour adultes et l'anglais langue seconde sont disponibles. Pour tout détenu qui le souhaite, il peut également participer à des formations professionnelles et à des programmes de parentalité. En particulier, le programme récréatif encourage un mode de vie actif et permet aux détenus de s'intéresser à de nouveaux passe-temps et activités. Il propose des activités telles que des sports d'équipe, des cours de bien-être et des travaux manuels pour les détenus. Bien que ces programmes soient disponibles, les prisonniers sont encore enfermés dans leurs cellules pendant 23 heures sur 24 et n'ont que 5 heures de loisirs par semaine. Même si quelqu'un a l'idée d'échapper avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus, pas de chance, la prison ADX Florence dans son ensemble contient une multitude de détecteurs de mouvement, de caméras et 1400 portes en acier contrôlées à distance. Les agents dans le centre de contrôle de la prison surveillent les détenus 24 heures sur 24 et peuvent activer un bouton d'alarme qui ferme toutes les portes de l'établissement en cas de tentative d'évasion. Bien qu'il y ait des criminels endurcis dans cette prison, les détenus sont logés et classés selon 6 niveaux de sécurité différents, qui sont les unités de population générale, l'unité de logement spécial, l'unité de sécurité spéciale, l'unité de contrôle, les unités intermédiaires ou de transition, et le niveau 13. Ces niveaux de sécurité ne concernent pas seulement les noms. Ils ont des objectifs ou des missions spéciales pour les détenus qui les occupent. Par exemple, l'unité de contrôle héberge des détenus qui ont commis de graves violations de conduite ou des actes de violence dans d'autres établissements. Elle abrite également des membres de haut niveau d'organisations considérés comme des menaces, comme les gangs de prison. Les unités de logement spécial accueillent les membres des groupes terroristes désignés par le ministère de la Justice, ou les détenus soumis à des mesures administratives spéciales. Tandis que la range 13 est une aile spéciale de 4 cellules au sein de l'unité de logement spécial pour les détenus qui nécessitent le contrôle le plus strict, au sein de ADX. Si jamais un détenu parvient à sortir des cellules de la prison, il y a des capteurs de pression et des clôtures de fils barbelés de 12 pieds de haut entourant le périmètre, qui est patrouillé par des agents lourdement armés. Et comme si cela ne suffisait pas, des faisceaux laser et des chiens d'attaque gardent la zone entourant les clôtures extérieures de la prison.
Ces structures et mesures de sécurité ne sont pas réellement ce qui rend l'ADX pire que l'enfer, mais l'isolement cellulaire est ce qu'il fait à l'esprit. Selon les médecins, l'isolement cellulaire et la privation sensorielle ont des effets immédiats et durables sur le cerveau et le corps des prisonniers, comme en témoignent les expériences des prisonniers de guerre américains au Vietnam. Ces détenus n'ont de contact régulier avec d'autres personnes que brièvement lorsqu'ils reçoivent leur repas et sont escortés dans la cour. Un rapport de 2014 par Amnesty International a constaté que les prisonniers de l'ADX passent souvent plusieurs jours avec seulement quelques mots échangés avec eux. Les effets de l'isolement prolongé vont de la dépression et de l'anxiété à des hallucinations complètes et des crises psychotiques. Selon le New York Times, il y a une histoire troublante d'un détenu de l'ADX nommé Jack Powers, emprisonné pour vol et envoyé à l'ADX après s'être évadé d'une autre prison. L'isolement a poussé Powers à sombrer dans la folie. Il s'est coupé les lobes des oreilles, a mâché un doigt et s'est fracassé la tête pour injecter du liquide chargé de bactéries dans son cerveau. Les détenus qui sont sortis de la prison ont également décrit l'ADX comme l'endroit le plus dur qu'ils aient jamais vu. Si vous n'avez aucune idée de ce que signifie être isolé, pensez à la dernière fois où vous avez passé une journée entière seul, sans parler à personne. C'est le pire cauchemar de tout détenu. Et une fois que vous êtes entré, il est presque impossible de sortir. Autant que la plupart des gens croient que cette prison a les conditions les plus dures, certains estiment que c'est juste la bonne condition pour les détenus incarcérés à l'ADX pour les crimes qu'ils ont commis. Pour comprendre pourquoi elle est perçue comme une punition bien méritée, faisons un bref arrêt aux cellules des terreurs à l'ADX. As-tu une idée de qui est le poseur de bombes des Jeux Olympiques d'Atlanta? Voici Eric Rudolph, l'homme qui a figuré confortablement sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du FBI avant son arrestation en 2003. Il était recherché pour avoir orchestré une série d'attentats motivés par l'homophobie et l'anti-avortement en Géorgie et en Alabama. Le 27 juillet 1996, Rudolph a bombardé le parc olympique du Centenaire à Atlanta pendant les Jeux olympiques d'été, tuant une personne et en blessant 111. Rudolph a ensuite publié une déclaration expliquant qu'il avait planifié l'attaque pour embarrasser le gouvernement américain, pour avoir autorisé l'avortement. Il a passé plus de 5 ans comme fugitif dans la nature des Appalaches, se tenant aux franges de la société. Mais lorsque les plantes et les insectes se sont avérés insuffisants, Rudolph a fouillé les poubelles pour se nourrir dans les villes voisines. C'est lors d'une de ces incursions dans les poubelles que Rudolph a finalement été arrêté par un jeune policier derrière un magasin Save-A-Lot à Murphy, en Caroline du Nord. Il n'est pas le seul poseur de bombes là-bas. Il y a aussi Terry Nichols, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City. Le 19 avril 1995, une bombe a tué 168 personnes dans le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City. Cette bombe a été placée dans un camion à proximité par Terry Nichols et Timothy McVeigh. Nichols a rencontré McVeigh pendant son service militaire et les deux, qui partageaient une haine du gouvernement et des personnes noires, sont rapidement devenus amis. Nichols est devenu de plus en plus radical dans ses opinions anti-gouvernementales et il a tenté de renoncer à sa citoyenneté américaine 2 fois en 1992. Lorsque McVeigh a été renvoyé de l'armée à la fin de 1991, les deux ont vécu ensemble par intermittence. Un soir, alors qu'ils regardaient la télévision dans la ferme des Nichols dans le Michigan, les nouvelles ont annoncé que l'ATF, l'armée et le FBI avaient tendu une embuscade à un complexe religieux à Waco, au Texas. Après cela, Nichols et McVeigh, furieux, ont commencé à comploter leur vengeance contre le gouvernement fédéral. McVeigh a été arrêté le jour de l'attentat, jugé et condamné à mort. Et en 2001, il a été exécuté. Peu après l'explosion, Nichols s'est rendu et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous devez également connaître le célèbre terroriste en sous-vêtements nommé Umar Farouk Abdul-Muttalab. C'était un musulman pieux qui a étudié l'ingénierie au University College London avant de se rendre au Yémen pour étudier l'arabe en août 2009. Il a organisé une attaque le jour de Noël contre le vol 253 de Northwest Airlines, avec l'aide de terroristes associés à Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Alors que l'avion, en route d'Amsterdam, approchait de sa destination finale de Détroit le 25 décembre 2009, Abdul-Muttalab, alors âgé de 23 ans, est allé aux toilettes et a placé un engin explosif artisanal dans son sous-vêtement. La bombe a mal fonctionné, ne déclenchant rien de plus qu'un petit incendie, et laissant Abdul-Muttalab avec des brûlures au 1er et 2e degré sur les jambes. Il a été immédiatement arrêté et ils ont obtenu sa confession peu après.
Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie à l'ADX sans possibilité de libération conditionnelle. Cette liste serait incomplète, sans parler du conspirateur des attentats du 11 septembre. Zacarias Moussaoui, connu comme le 20e pirate de l'air, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de comploter pour tuer des citoyens des États-Unis dans le cadre des attaques du 11 septembre. Pour son implication, il a également été condamné à la réclusion à perpétuité à ADX, sans possibilité de libération conditionnelle. Enfin, parlons du terroriste surnommé Unabomber, Ted Kaczynski. Son cas est un peu différent et surprenant, car il a commencé de manière prometteuse. Il a été admis à l'université de Harvard à seulement 17 ans et a étudié les mathématiques avancées dans cette prestigieuse université. Cependant, entre 1978 et 1995, il a envoyé 16 bombes à des universités et des installations à travers le pays, tuant 3 personnes et en blessant 23 autres. Il a finalement été identifié grâce à l'aide de son frère, qui soupçonnait qu'il était le Unabomber. Il purge également une peine de réclusion à perpétuité à l'ADX actuellement. Au milieu des dures conditions de l'ADX, El Chapo a pris le temps d'écrire des lettres au gouvernement. El Chapo a lui-même adressé l'enveloppe à la main et a apposé une paire de timbres américains Purple Heart pour assurer la livraison depuis la prison Supermax du Colorado jusqu'à un tribunal fédéral à New York. En isolement solitaire, il ne fait aucun doute qu'il a beaucoup de temps pour écrire des lettres, y compris une récente à Brian Cogan, diplômé de l'Université de l'Illinois et juge principal maintenant dans le district oriental de New York. Il commence sa lettre de manière apologétique en écrivant « Désolé de vous déranger encore une fois ». Il écrit au juge pour lui permettre de voir sa femme, Emma Coronel, l'ancienne reine de beauté qui réside maintenant en Californie. Il a également mentionné qu'il s'ennuie de ses enfants et souhaiterait que le juge leur permette de lui rendre visite car ils ne peuvent le faire que pendant les vacances scolaires. Finalement, El Chapo a demandé 2 appels de 15 minutes par mois, mais au lieu de considérer sa demande, les autorités sont préoccupées par une nouvelle évasion d'El Chapo, bien que personne ne se soit jamais échappé du Supermax. Quelles sont les chances qu'El Chapo quitte l'ADX? Ce que les militants des droits de l'homme pensent, c'est que les conditions sont trop dures pour tout être humain. Pourquoi beaucoup soutiennent que les criminels méritent ce type de punition? Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'ils sont aussi des humains. Et tout ce qui affecte les humains en général devrait aussi les affecter. Mais si nous essayons de remonter dans l'histoire et la raison pour laquelle cette prison a été construite, nous réaliserions qu'elle n'a pas été construite pour tous les criminels, mais pour les criminels endurcis comme El Chapo. Sur les plus de 300 détenus dans la prison, certains ont été transférés dans une prison de moindre sécurité pour leur bonne conduite. Dans le cas d'El Chapo, s'il maintient une bonne conduite en prison, ses avocats peuvent faire appel et espérer une réponse positive. Mais c'est vraiment difficile à cause des antécédents d'El Chapo en matière d'évasion et de mauvaise conduite dans les prisons précédentes. Peut-être qu'il est temps pour El Chapo de dire adieu à sa liberté et de continuer sa vie tranquillement dans cet enfer appelé l'ADX. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.